Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre webinaire, le dépistage précoce universel pour dépister les élèves à risque de difficultés en lecture. Je suis Joanne Bertrand, enseignante, thérapeute en dyslexie et spécialiste en littératie structurée. Et ici avec moi ce soir, nous avons Marie-Judith Jean-Louis et Jordan Sloan qui œuvrent aussi auprès de Only. Nous sommes accompagnés ce soir de notre animateur Alain Desrochers, professeur auxiliaire à l'Université d'Ottawa et professeur associé à l'Université du Québec à Montréal. Alain a été professeur titulaire à l'Université d'Ottawa jusqu'en juillet 2017. Il a ensuite occupé le poste de directeur scientifique de Montréal à l'Institut des troubles d'apprentissage jusqu'en janvier 2019. Il détient un doctorat en psychologie expérimentale de l'Université Western Ontario avec une spécialisation en psycholinguistique et en méthode quantitative. Il dirige toujours le groupe de recherche sur l'apprentissage de la lecture GRAL et son expertise professionnelle porte sur l'évolution historique de l'écriture du français, de l'analyse didactique du français écrit, de l'élaboration de matériel didactique pour l'enseignement de la lecture-écriture, des modèles d'apprentissage de la lecture-écriture, des modèles d'enseignement de la lecture-écriture, de l'élaboration d'épreuves standardisées pour évaluer les compétences en lecture-écriture du français, de l'étude longitudinale du développement des compétences chez les apprenants, lecteurs, scripteurs et le transfert et la mobilisation des connaissances scientifiques en éducation. Ça, c'était une grosse bouchée. Nous sommes très chanceux d'avoir Alain parmi nous ce soir avec toutes ses qualifications pour nous aider, pour partager son expertise sur le dépistage précoce universel. Les activités qu'il a créées s'insèrent dans un cadre conceptuel particulier que l'on appelle l'approche de la réponse à l'intervention ou le système de soutien à paliers multiples, SSPM. Alors, bienvenue, Alain. Je vais continuer maintenant avec la reconnaissance des territoires. Nous sommes reconnaissants que nous nous réunissons par la souplesse que nous offre la technologie autour d'une activité commune répandue un peu partout à travers de ce vaste pays. Nous reconnaissons que Only, Dyslexie Canada et IDEA Ontario desservent les citoyennes et les citoyens sur les territoires traditionnels des Premières Nations du Canada. Nous leur devons toute leur reconnaissance et désirons faire des gestes envers la vérité et la réconciliation tous les jours, à chaque occasion qui se présente. Cette reconnaissance nous rappelle nos responsabilités envers nos relations et les terres ancestrales sur lesquelles nous apprenons, partageons et vivons. Nous vous invitons à réfléchir aux peuples autochtones, Métis ou Inuits, qui partagent avec nous leurs richesses, où que vous soyez sur l'île de la Tortue, territoire habité par des peuples autochtones depuis avant la colonisation. Alors, sans plus tarder, je vous présente Alain Desrochers qui va nous éclairer sur le dépistage précoce universel, une pratique que nous devons entreprendre dans nos écoles de langue française et toutes les écoles de l'Ontario, maintenant et à partir du mois de septembre, dans certains conseils aussi. Merci, Alain. Bienvenue. Je commence par vous adresser des remerciements. Remerciements à toute l'équipe de Dyslexie Canada, IDEA Ontario, Only pour votre accueil. Alors, je suis vraiment très content de passer une partie de la soirée avec vous. Et j'aimerais aussi adresser des remerciements à tous les participants parce que vous avez fait le choix de passer une partie de la soirée avec moi alors que vous aviez l'option de vous installer confortablement devant votre écran télé, regarder une série sur Netflix ou Crave, et vous avez fait le choix de m'écouter pendant 1 heure. Alors, je vous remercie infiniment. Est-ce que je vais être aussi divertissant qu'une série Netflix? Je ne peux pas vous le garantir. Mais j'espère que vous serez tout de même heureux d'avoir participé à l'événement là, qui s'amorce maintenant. Alors, je me propose de vous parler des fondements du dépistage universel des élèves à risque de rencontrer des difficultés dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et cet exposé, en fait, il se déplie en 3 morceaux. D'abord, je vais commencer par une introduction dans laquelle on va réactiver un certain nombre de notions relatives au dépistage universel. Dans la deuxième partie, ce que je vous propose, c'est de
de nous donner un cadre d'analyse pour comprendre la nature des épreuves qui sont utilisées dans les opérations de dépistage universel. Et ce que nous allons faire, c'est de nous donner un certain nombre de critères pour évaluer la qualité d'une trousse de dépistage. Et dans la troisième partie, nous allons parler spécifiquement d'une trousse qui s'est appelée pendant très longtemps IDAPEL, euh, euh, qui s'appelle maintenant Acadians Learning Français. C'est le nouveau nom de l'épreuve. C'est un nom, une appellation qui n'est pas encore très familière. IDAPEL a circulé pendant de nombreuses années. Euh, donc, cette trousse, elle était connue sous ce nom-là. Et ce que nous allons faire dans la troisième partie, c'est reprendre le cadre d'analyse qui vous a été présenté dans la deuxième partie pour parler d'IDAPEL et pour faire ressortir ses composantes et ses caractéristiques. Alors, en gros, c'est le plan de match pour la prochaine heure. Euh, Maintenant, je m'installe en diaporama, ce qui fait que le diaporama va maintenant occuper tout l'écran devant moi. Et déjà, Joanne, et je la remercie de vous avoir présenté ma notice biographique. Alors, en gros, je suis un homme à la retraite et je m'amuse beaucoup à faire des choses que j'aime, notamment élaborer des dispositifs pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture, élaborer des outils d'évaluation pour le pistage des progrès, le dépistage, l'évaluation des difficultés en lecture-écriture, la formation continue auprès des enseignants et des professionnels de l'éducation spécialisée. Et je poursuis mes travaux de recherche sur la didactique du français, sur l'effet des dispositifs d'enseignement, sur les signes avant-coureurs des difficultés d'apprentissage. Alors, c'est ce que je souhaitais faire à la retraite et c'est ce que je fais. Alors, commençons par l'introduction. On va se donner une définition du dépistage. On va faire une distinction entre dépistage précoce et dépistage périodique. On va parler un peu des conditions d'utilisation et j'aimerais relever un point en terminant l'introduction. Pourquoi intervenir tôt auprès des élèves en difficulté? Alors, commençons par nous donner une définition. Alors, on peut dire du dépistage universel qu'il s'agit d'une opération de collecte de données auprès de tous les élèves d'une cohorte afin de repérer les élèves qui peinent à réaliser les apprentissages attendus dans un programme d'enseignement. On peut distinguer deux formes de dépistage, le dépistage universel précoce et le dépistage universel périodique. Chaque forme a ses fonctions particulières et des fonctions communes, comme vous allez le voir dans quelques minutes. Au sujet du dépistage précoce, précisons qu'il sert notamment à déceler très tôt à la maternelle ou au jardin les signes avant-coureurs de difficultés d'apprentissage futures dans le parcours scolaire des élèves. C'est à ce moment, on peut en fait se servir de l'instrumentation associée au dépistage précoce pour établir l'état des acquis avant le début ou au tout début de la scolarisation formelle. Et le choix des indicateurs de ce type de dépistage est typiquement établi à partir d'études longitudinales, c'est-à-dire que on recherche des indicateurs qui ont la capacité de prédire les apprentissages futurs des élèves à l'école. Et donc, on met l'accent considérablement sur la validité prédictive de l'instrumentation. Et pour illustrer cette idée, je vous montre un exemple. Il s'agit d'une étude qui a été réalisée par Hugh Katz. Et ce qu'il a cherché à faire dans cette étude, c'est de prendre des mesures auprès des élèves à la maternelle 5 ans, là, qu'on appelle le jardin en Ontario. Et il a cherché à prédire le rendement des élèves en lecture orale en deuxième année et leur rendement en compréhension en lecture en troisième année. Et la figure que je suis en train de vous montrer, elle illustre en fait un certain nombre d'idées, notamment que tous ces indicateurs ont une capacité à pouvoir prédire le rendement futur des élèves en lecture, soit en lecture orale, en lecture pour la compréhension. C'est la première chose.
Deuxièmement, vous avez des indicateurs qu'on peut mesurer à la maternelle qui ont un lien indirect avec la compréhension en lecture. Par exemple, la connaissance des lettres, la conscience phonologique a une relation directe avec la lecture orale des mots en deuxième année, qui, elle, a une relation directe et très forte avec la compréhension en lecture en troisième année primaire, alors que la relation entre connaissance des lettres et conscience phonologique directement avec la compréhension en lecture est en fait pratiquement nulle. Et le message qui ressort de ça, c'est que la connaissance des lettres et la conscience phonologique entretient avec la compréhension en lecture une relation indirecte qui passe par la lecture orale de mots. Et ça, c'est une observation qui est importante parce que dans l'étude des prédicteurs, des indicateurs prédictifs, on s'est rendu compte que certains indicateurs ont une relation directe avec ce qu'on veut prédire et parfois les indicateurs ont une relation indirecte. Ce que cette étude révèle également, c'est qu'on a deux autres indicateurs qu'on peut mesurer à la maternelle qui ont un lien direct avec la compréhension et notamment la capacité de nommer des objets rapidement et en série, ce qu'on appelle en résumé la dénomination rapide sérielle. Et ce que cet indicateur a de particulier, c'est que dans la mesure qu'on prend, alors ce qu'on fait dans une tâche de dénomination rapide sérielle, c'est qu'on demande aux enfants de nous donner le nom d'une série d'objets qui sont présentés dans un tableau avec des colonnes et des rangées. Et pour arriver à faire ça, l'enfant a besoin de focaliser son attention, d'engager son attention, de désengager son attention pour l'engager sur la prochaine cible. Et on est devant un jeu d'engagement, de désengagement de l'attention. Et c'est une capacité qu'on retrouve également en lecture. Quand on lit un texte, on doit pouvoir engager son attention sur chacun des mots, mais également se désengager son attention pour lire le mot suivant. Alors, la dénomination rapide sérielle mesure cette capacité attentionnelle, en plus de l'accès au lexique, mesure cette capacité de l'attention. Et un autre ensemble d'indicateurs qui est directement relié à la compréhension, c'est bien sûr des aspects du langage oral tels que le vocabulaire et les habiletés narratives. Alors, ça vous donne, ce que je vous montre, c'est un exemple très concret de recherche qui vise à identifier des signes avant-coureurs qu'on peut mesurer dès la maternelle pour prédire le rendement ultérieur des élèves en lecture. Le dépistage universel périodique partage des caractéristiques avec le dépistage précoce. Il s'agit ici d'une forme de collecte de données qui est réalisée à divers moments pendant l'année scolaire et ce suivi est typiquement réalisé à l'aide de 3 collectes de données, une collecte au début de l'année scolaire, une autre au milieu, une autre à la fin de l'année. On a, j'ouvre une petite parenthèse ici pour vous signaler que on peut trouver dans les travaux de recherche sur le dépistage des variantes de cette procédure. Dans certaines recherches, on a fait 4 collectes de données, parfois 5, mais on s'est rendu compte qu'il n'y a pas grand intérêt à multiplier les collectes de données. Le standard aujourd'hui, c'est vraiment 3 collectes de données pour une variété de raisons, et notamment des raisons de logistique. C'est que mener ces collectes de données, c'est énergivore et c'est coûteux sur le plan financier, sur le plan humain. Et avec 3 collectes de données, on réussit à faire beaucoup de choses. Au début de l'année, la collecte de données sert à mesurer les acquis au tout début et appuyer, servir à la planification de l'enseignement. Au milieu de l'année, on s'en sert notamment pour vérifier la réponse des élèves à l'enseignement qui leur a été offert, à repérer les élèves qui affrontent des difficultés et à guider l'élaboration d'un programme d'intervention préventive ou rééducative. À la fin de l'année, la collecte de données, ou le dépistage, si vous voulez, sert à vérifier, encore une fois, la réponse des élèves à l'enseignement depuis le milieu de l'année
et aux interventions, aux programmes d'intervention qui ont été offerts aux élèves qui présentaient des difficultés. Et c'est également l'occasion de dresser un bilan des apprentissages réalisés par chaque élève depuis le début de l'année. Alors, ce sont des fonctions qui sont vraiment très instructives et très utiles en éducation. Une autre fonction importante de cette forme de dépistage, c'est la régulation de l'enseignement. Ces données, en fait, nous permettent de mieux connaître les élèves, de mieux évaluer la mesure dans laquelle ils répondent à l'enseignement qui leur est offert. Et lorsqu'on s'aperçoit, par exemple, qu'un nombre important d'élèves n'a pas répondu à l'enseignement comme on s'y attendait, c'est l'occasion de se dire, OK, quels sont les changements que je pourrais apporter à mon enseignement pour augmenter le nombre des élèves qui répondent comme je m'y attends à mon enseignement. Alors, cette fonction, elle est importante aussi parce qu'elle met en relief une idée assez fondamentale, c'est-à-dire que les données de dépistage appartiennent au départ aux enseignants. Maintenant, j'aimerais vous illustrer diverses choses, diverses utilisations qu'on peut faire des données de dépistage. Et ici, je vous montre un exemple. Il s'agit d'une étude qui a été menée auprès d'élèves de la maternelle au Québec, maternelle 5 ans. Et il s'agit d'une étude qui a porté sur l'évaluation de l'impact d'un programme de conscience phonologique et d'apprentissage des lettres de l'alphabet à la maternelle. Et ce que vous voyez actuellement à l'écran, ce sont les pourcentages de réponses correctes pour les différentes lettres qui ont été étudiées jusqu'au milieu de l'année. Et là, vous voyez clairement que ce qui a été étudié, qui est en bleu, est nettement plus élevé que ce qui n'a pas encore été étudié, qui est en orange. Maintenant, il y a deux observations intéressantes qu'on peut faire dans ce graphique. La première, c'est que vous voyez que certaines lettres dans l'échantillon d'élèves, et là on parle d'autour de 200 élèves, il y a certaines lettres qui n'ont pas été maîtrisées aussi bien que les autres. Vous prenez par exemple curieusement le A et également le V qui n'ont pas été maîtrisées aussi bien qu'on aurait pu le souhaiter, alors que d'autres lettres sont déjà maîtrisées à 90%. La deuxième observation, c'est que vous voyez que parmi les lettres qui n'ont pas encore été étudiées, qui sont en orange dans le graphique, bien, les élèves, un certain nombre d'élèves les connaissent déjà le son de certaines de ces lettres-là, jusqu'à un pourcentage de 30%. Donc, déjà, on voit que les élèves, certains élèves ont une longueur d'avance. Lorsque on réexamine la maîtrise de ces correspondances entre le son des lettres, la forme des lettres et le son des lettres, là, on voit que ce qui avait été étudié dans la première moitié de l'année est maintenant maîtrisé. Chaque lettre est maîtrisée jusqu'à un pourcentage de 90%. Et dans la deuxième partie de l'année, vous voyez que plusieurs lettres sont aussi maîtrisées jusqu'à 80-90%, mais qu'on a encore des lettres qui ne sont pas encore tout à fait maîtrisées. Et c'est une observation qui est intéressante parce que si on fait cette évaluation au mois de mai, il nous reste encore quelques semaines pour retravailler les lettres qui n'ont pas encore été maîtrisées. Donc, vous voyez que on peut ici détecter un impact, une application pour la régulation de l'enseignement et ça nous donne des données assez précises pour guider les interventions qu'on peut faire. Dans mon prochain exemple, je reprends les mêmes données. Cette fois-ci, les données de la même étude et cette fois-ci, je vous montre l'évolution de la conscience phonémique est évaluée à l'aide de deux indicateurs. Le premier étant la capacité d'identifier le phonème initial des mots qui sont présentés à l'oral aux enfants. Et le deuxième indicateur, c'est la capacité d'identifier le phonème final des mots présentés aux enfants. Alors, et chacun des points dans ces graphiques représente un élève. Et là, vous pouvez vous imaginer qu'on a plusieurs points qui sont superposés là, dans ces graphiques. Et vous voyez que au tout début de l'année scolaire, la majorité des élèves connaissent en fait, ont une assez faible capacité d'identifier le son initial ou le son final des mots qu'on leur présente à l'oral.
vous avez toujours, en fait, c'est souvent le cas, vous avez quelques élèves qui vous surprennent et qui ont déjà une capacité assez importante de faire les tâches qui leur ont été proposées. Lorsqu'on réévalue les élèves au milieu de l'année, là, vous voyez que plusieurs élèves sont en ascension, mais vous voyez dans le bas du graphique qu'on a des élèves qui ont fait pratiquement aucun apprentissage, alors que les autres ont commencé à maîtriser l'identification des phonèmes en position initiale ou finale. À la fin de l'année, lorsque on réévalue les mêmes élèves, là, vous voyez que la majorité des élèves ont maîtrisé l'identification des phonèmes pour la plupart des mots qu'on leur a présentés. Et malgré ça, malgré des évidences assez nettes que le programme fonctionne pour la majorité des élèves, qu'on a encore des élèves qui ont fait très peu d'apprentissage pendant toute l'année. Et ces élèves sont des élèves qui, en principe, lorsqu'on les connaît, lorsque nous les avons repérés, ce sont des élèves qu'on a tout intérêt à suivre au début de la première année primaire parce que ce sont des élèves qui n'ont pas les mêmes acquis que les autres pour entreprendre l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Dans mon prochain exemple, je vous montre un exemple de portrait de classe établi à partir des données de dépistage. Et dans ce genre de tableau, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de présenter un tableau avec des chiffres qui représentent par exemple des rangs centiles, on crée des catégories et on les représente à l'aide d'un code de couleur, ce qui rend l'analyse du tableau beaucoup plus facile. Alors ici, on a trois catégories. On a les élèves qui se situent au 26e rang centile ou plus, les élèves qui se situent entre le 11e et le 25e, et les élèves qui se situent au 10e rang centile ou moins. Et là, dans ce tableau, vous voyez, j'ai utilisé la variable T pour désigner le temps 1 de la collecte de données, le temps 2, le temps 3. Dans les trois premières colonnes, vous voyez les catégories qui correspondent à l'identification du phonème initial. Ici, on parle d'élèves en première année primaire. Dans les trois colonnes suivantes, vous voyez les codes de couleur qui associent au son des lettres. Et dans les autres colonnes, et ça, c'est un tableau partiel là, que je vous montre, je n'ai pas trouvé l'espace pour vous montrer toutes les colonnes et tous les élèves de la classe. Et dans les dernières colonnes, vous voyez le classement des élèves pour la lecture des mots. Et ce que vous pouvez constater, c'est que dans ces données, ce sont des données réelles. Vous voyez qu'on détecte un certain nombre d'élèves qui présentent des difficultés au temps 1, c'est-à-dire au début de l'année scolaire, un peu moins au temps 2 et beaucoup moins au temps 3. Et c'est vrai pour tous les indicateurs que vous voyez dans ce tableau. Alors, c'est une façon de représenter l'ensemble des élèves de la classe, de repérer facilement les élèves qui rencontrent des difficultés. Et c'est une stratégie de représentation graphique qui est vraiment très, très utile. Ce qui m'amène maintenant à vous parler des principales conditions d'utilisation des outils de dépistage en général. Le but, bien sûr, c'est d'assurer la comparabilité des résultats entre les élèves et pour atteindre cet objectif, il faut, bien sûr, vous vous en doutez, utiliser la même trousse de dépistage auprès de tous les élèves, utiliser les outils de dépistage de la même manière, c'est-à-dire de manière uniformisée. On utilise, on administre les tâches dans les épreuves de la même manière, on fournit aux élèves les mêmes directives, on applique la même procédure de cotation des réponses et on effectue la collecte des données grosso modo dans la même semaine dans l'année scolaire. C'est vraiment pas une bonne idée de faire la collecte de données et de l'étendre, par exemple, sur un mois d'apprentissage scolaire parce que, naturellement, les élèves qui sont évalués en dernier auront fait plus d'apprentissage que ceux qui ont été évalués en premier dans cette période. L'idéal, c'est vraiment de mener la collecte de données à l'intérieur de la même semaine. Et j'ajoute en terminant ici que le but ultime du dépistage universel périodique, c'est de dresser un portrait des besoins des élèves pour mieux intervenir. Donc, on a toujours cette finalité, cette intention d'agir auprès des élèves
et d'agir de la manière la plus efficace possible. Et une condition pour ça, c'est d'avoir un portrait des besoins des élèves qui soit suffisamment détaillé. Maintenant, pourquoi intervenir tôt? J'aimerais vous offrir 3 raisons. La première, c'est que les trajectoires d'apprentissage, que ce soit en lecture, en écriture ou en mathématiques, s'établissent relativement tôt dans le parcours scolaire des élèves et elles sont relativement stables, à moins qu'une intervention leur donne une nouvelle direction. Et cette observation, elle est tirée d'un grand nombre d'études longitudinales qui montrent que les cas de rémission spontanée chez les élèves qui présentent des difficultés sont assez rares. La plupart, et ça, ça contrevient à une idée là, qui a circulé en éducation pendant de nombreuses années. Un élève qui a des difficultés en lecture en première année, et là, on se dit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, on est encore loin de la fin du primaire, tout va se rétablir et ça va aller mieux pour l'élève. En fait, non. Pour la majorité des élèves, ça ne va pas mieux. En fait, la situation s'empire parce que sans prise en charge au palier 2 ou 3 dans une logique de réponse à l'intervention, l'écart entre les élèves faibles et leurs pairs augmente progressivement au fil du parcours scolaire. Et la dernière raison que j'aimerais vous offrir est la suivante. On a montré que plus on tarde à intervenir auprès des élèves en difficulté, plus l'intervention est lente à agir sur la trajectoire d'apprentissage, plus l'intervention exige de ressources humaines et financières, et pire encore, moins l'intervention est efficace. Donc, on est perdant sur toute la ligne. Mais il reste que la carte de la prévention, elle est encore aujourd'hui difficile à vendre et même si elle représente des économies très, très importantes. Maintenant, voyons ce qu'on va faire. Et maintenant qu'on a établi ces concepts, voyons ce que nous allons faire dans le reste de l'exposé. Premièrement, comme je vous le disais tantôt, nous allons discuter des critères d'un bon outil de dépistage, examiner les composantes d'une épreuve d'évaluation dans une trousse de dépistage, parler du déroulement d'une opération de dépistage. Et dans la troisième partie, nous allons utiliser ces critères que nous allons discuter dans la deuxième partie pour décrire les caractéristiques de la trousse IDAPEL, les caractéristiques de la trousse, son utilisation, parler de l'importance d'établir un calendrier des opérations dans son utilisation et comment les résultats peuvent être utilisés. Et je vais achever avec une courte conclusion. Comme je vous le disais au tout début, la trousse d'appel s'appelle désormais Acadians Learning Français. Et dans cet exposé, je vais utiliser le nom court simplement parce qu'il est peut-être plus familier et c'est un nom qui a circulé pendant de nombreuses années. Mais aujourd'hui, rappelons-nous que cette trousse s'appelle Acadians Learning Français. Alors, parlons des composants d'une trousse de dépistage. De quoi elle est constituée? Que mesure-t-on? À quoi peuvent servir les données? Comment approfondir les données de dépistage? C'est ce dont nous allons parler dans la deuxième partie. Alors, commençons par établir quelque chose qui est assez important, et notamment que les habiletés qui sont mesurées dans une trousse de dépistage ne sont pas observables directement. C'est-à-dire que, bon, alors là, mon texte n'est pas arrivé dans l'ordre. Les cibles d'évaluation dans une trousse de dépistage sont typiquement des habiletés et ces habiletés ne sont pas observables directement. On doit les inférer à partir de la performance des élèves dans une situation de problème à l'aide d'une épreuve que les concepteurs appellent une épreuve de performance. Ça revient à dire que on élabore des épreuves pour nous donner des indicateurs et c'est à partir de ces indicateurs que nous faisons l'inférence de la présence et de la hauteur d'une habileté chez un élève. Et ça, c'est une considération qui est importante et je vais y revenir dans quelques secondes. Alors, examinons maintenant les morceaux constitutifs d'une épreuve de performance dans une trousse de dépistage. Alors, d'abord, on doit être clair
au sujet du concept ou de l'habileté que nous voulons mesurer. Une épreuve dans une trousse de dépistage est conçue pour mesurer une habileté particulière qui entretient une relation causale avec la performance de l'élève dans cette épreuve. C'est-à-dire, on s'attend à ce que plus le niveau d'habileté est élevé, plus l'élève devrait obtenir un score élevé dans l'épreuve, dans la situation problème. L'épreuve comprend une tâche, des items, des consignes. Les items peuvent être d'une grande variété selon ce qu'on veut mesurer. Les items peuvent être constitués de phonèmes qu'on donne à l'élève à l'oral. Ça peut être des mots qu'on donne à l'oral, ça peut être des syllabes qu'on fait décoder, des mots qu'on fait décoder, ça peut être des passages de texte, ça peut être un texte au complet. Les consignes sont en fait de deux types. Dans toute épreuve, il y a des consignes à l'intention des élèves et c'est par ces consignes qu'on explique à l'élève comment effectuer la tâche. Idéalement, ce qu'on recherche, ce sont des consignes qui sont tellement limpides et claires que les élèves, la grande majorité des élèves, vont les comprendre du premier coup. Dans une épreuve de dépistage, nous avons également des consignes à l'intention des utilisateurs de l'épreuve et c'est par ces consignes qu'on explique à l'utilisateur comment utiliser l'épreuve pour arriver à l'objectif, pour atteindre l'objectif qui avait été établi. Ce qu'on retrouve également dans une épreuve de dépistage, c'est une procédure de cotation des réponses, c'est-à-dire des directives qui expliquent ce qu'on considère comme étant une réponse correcte, une réponse incorrecte. Et dans certains cas, par exemple, dans des épreuves de compréhension, c'est par cette procédure de cotation des réponses qu'on explique dans quelles circonstances on pourrait accorder à l'élève des points partiels. Alors, cet aspect est assez important parce que c'est par cette procédure de cotation qu'on uniformise la façon d'évaluer les réponses des élèves. Le dernier morceau est un morceau que je ne vais pas approfondir parce que c'est vraiment un très gros sujet, mais idéalement, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une démonstration de la validité des résultats qui sont issus des épreuves dans une trousse de dépistage parce que c'est à partir de ces preuves de validité qu'on va chercher une plus grande certitude quant à l'inférence, la justesse de l'inférence qu'on peut faire sur les habiletés qui sont mesurées. C'est par la démonstration de la validité qu'on est plus certain, plus assuré que notre épreuve a la capacité de mesurer l'habileté que nous souhaitions mesurer. Alors là, on va approfondir tout ça un petit peu. Le concept, c'est vraiment un morceau important. Toute épreuve doit être centrée sur un concept clairement défini, une habileté particulière. La tâche prend typiquement la forme d'une situation problème. Les items, comme je vous disais tantôt, sont en fait des stimuli aptes à déclencher des réponses chez les élèves et le choix des items, comme je vous le disais, dépend de l'habileté que l'on souhaite mesurer. Les consignes sont de deux types, comme je vous le disais, et les consignes à l'intention des utilisateurs peuvent comprendre plusieurs informations utiles. Notamment, ce qui est peut-être plus évident, c'est quoi dire à l'élève. Habituellement, les consignes à l'intention des utilisateurs sont des explications scriptées. On adhère à ce qui a été établi comme explication pour uniformiser les explications qu'on donne à tous les élèves. Ces consignes peuvent aussi inclure une règle d'arrêt. Par exemple, dans une épreuve, on pourrait avoir établi d'avance que l'épreuve s'arrête après un certain nombre d'erreurs chez l'élève. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est que si vous évaluez un élève qui a un très faible niveau d'habileté par rapport à une tâche particulière, vous ne voulez pas laisser mariner votre élève dans l'erreur jusqu'à la fin de l'épreuve. Lorsque l'élève a fait un certain nombre d'erreurs, vous pouvez établir, surtout si les items sont en ordre croissant de difficulté, vous pouvez déjà établir que votre élève, si vous continuez l'épreuve, l'élève ne va faire que des erreurs.
Un autre type de règle d'arrêt qui va être pertinent à notre discussion un peu plus tard aujourd'hui, c'est d'arrêter l'épreuve après un temps prédéterminé. Et ça, c'est très fréquent, par exemple, dans les épreuves qui visent à évaluer la justesse et la fluidité de lecture chez les élèves. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer le temps de lecture. Donc, on ne va pas permettre à tous les élèves de se rendre jusqu'à la fin du texte. On va arrêter la lecture après 1 minute ou après 3 minutes, 2 minutes, selon l'épreuve, selon le choix qui a été fait par le concepteur de l'épreuve. Un autre aspect des consignes concerne la rétroaction. Quand, d'abord, est-ce que dans la conception de l'épreuve, on a fait le choix d'autoriser l'utilisateur à fournir une rétroaction aux élèves sur la justesse de ses réponses? Parfois oui, parfois non. Parfois oui, mais uniquement dans ce qu'on appelle les essais d'entraînement, avant que l'épreuve elle-même commence. Ça, ce genre de détails, on doit le retrouver dans les consignes à l'intention des utilisateurs. La procédure de cotation, comme je vous disais tantôt, doit nous fournir des critères explicites pour déterminer les bonnes réponses et les erreurs. Et la démonstration de la validité, comme je vous le disais, est importante pour attester la capacité de l'épreuve à nous permettre d'inférer la présence et la hauteur d'une habileté. Et ça inclut la mesure de fiabilité de la mesure, la validité convergente, la validité prédictive. Ça inclut une foule de choses. Et c'est pour ça, tantôt, que je vous disais que ce n'est pas un sujet que je vais approfondir parce que c'est vraiment un très gros sujet. Maintenant, d'où viennent les concepts que nous mesurons? En fait, les concepts qui sont utilisés dans la majorité des choses de dépistage sont liés à la composante cognitive ou métacognitive de la lecture et de l'écriture. Et je vais vous montrer à l'aide de schémas d'où viennent ces concepts. Les caractéristiques de ces concepts sont intimement liées à la compréhension que nous avons actuellement des composantes d'une compétence et des relations que ces composantes entretiennent entre elles. Et pour vous illustrer cette idée, je vous montre maintenant un exemple d'un modèle qui vise à nous faire comprendre les différentes habiletés qui sont sollicitées dans la compréhension des textes. Alors, ce schéma que je suis en train de vous montrer raconte une histoire et ce que ce schéma nous dit, c'est que pour comprendre un texte, un élève doit pouvoir identifier des mots visuellement, bien sûr, doit pouvoir mener une analyse morphosyntaxique de la phrase, doit pouvoir se faire une représentation sémantique du texte au niveau de la phrase, au niveau d'un paragraphe, et doit également pouvoir se faire une représentation de la situation qui est décrite dans le texte qu'il est en train de lire. Dans un texte, toutes les informations ne nous parviennent pas tout en même temps. Nous devons construire, et là je reprends la terminologie qu'on retrouve là souvent dans ce genre de modèle, on doit construire l'élève doit construire un modèle de situation. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'il prend connaissance des informations qui lui sont rapportées dans les phrases qu'il lit, il élabore dans sa tête un modèle de la situation décrite par le texte. Et ça, c'est une opération qui est très importante parce que c'est dans le décours de l'élaboration de ce modèle de situation que l'élève est amené à vérifier la cohérence entre les informations qu'il reçoit et qu'il utilise dans la construction de son modèle de situation. Et quand il détecte une incohérence, là, en principe, on s'attend à ce que l'élève revienne en arrière et revérifie des informations dans le texte pour restituer la cohérence dans son modèle de situation. Ces procédés, ces procédures de traitement, elles sont nourries par différentes choses. La capacité notamment des élèves d'élaborer sur les informations qu'ils lisent, de faire des inférences, de faire appel à leur connaissance générale du sujet, euh, aux connaissances qu'ils ont sur l'orthographe et la morphologie de la langue. Alors, vous voyez, ce modèle nous rappelle que la compréhension d'un texte est une opération complexe qui fait appel à un grand nombre d'habiletés. Maintenant, il se trouve que les grands concepts que vous voyez dans ce schéma ne sont pas nécessairement très utiles pour l'élaboration d'une trousse de dépistage
parce que ce sont des concepts qui sont trop généraux. Pour développer une trousse de dépistage, il faut approfondir l'analyse et envisager, comme je m'apprête à le faire, une analyse plus pointue, plus détaillée de ces différents aspects, et je vous donne l'exemple de l'identification visuelle des mots. Dans ce nouveau schéma, vous voyez qu'il est conçu un peu de la même façon que le précédent. Ce schéma nous raconte une histoire également au sujet de l'identification des mots. Qu'est-ce que l'élève doit pouvoir faire pour identifier des mots correctement? D'abord, il doit pouvoir mener une analyse visuo-attentionnelle qui est juste. Il doit pouvoir reconnaître des lettres. Si l'élève a un vocabulaire oral qui est relativement limité, il va devoir se rabattre sur le décodage phonologique et plus précisément sur sa capacité à segmenter les lettres dans un mot, opérer une conversion entre les lettres et les sons, assembler les sons, stocker tout ça en mémoire du travail phonologique pour pouvoir articuler à l'oral, dans une situation de lecture orale, le mot qu'il a lu. Si l'élève a un vocabulaire plus étendu, alors là, il pourra mettre en œuvre, faire appel à une procédure qu'on appelle la procédure lexicale, qui permet de consulter son lexique orthographique plus directement et assurer une réponse plus rapide en lecture orale de mots. Encore là, on peut décomposer ces opérations, et là, je vous donne l'exemple du décodage phonologique. Dans le décodage phonologique, on s'attend chez les lecteurs qui ont fait, les apprentis lecteurs qui ont fait les progrès attendus, que l'élève puisse, par exemple, lorsqu'on lui présente un mot comme orange, puisse le segmenter correctement, faire la conversion de chacun des graphèmes correctement et d'assembler les phonèmes qu'il a convertis, euh, auxquels il est arrivé dans le processus de conversion, pour pouvoir énoncer le mot oralement et possiblement évoquer le concept correspondant dans son système sémantique. Maintenant, j'aimerais vous montrer un exemple d'épreuve qu'on retrouve assez fréquemment dans une trousse de dépistage. Alors, d'un côté, dans ce tableau, vous voyez les composantes cognitives de la littératie que souvent on cherche à mesurer. Alors, il y a bien sûr la conscience phonémique, les correspondances graphème-phonème, le décodage ou l'orthographe des mots, la lecture orale de texte, la compréhension écrite et la production écrite. Alors, à gauche, à droite, ce que vous voyez, ce sont des indicateurs d'apprentissage qui sont liés à ces composantes. Et vous avez pour la conscience phonémique l'identification du phonème initial dont je vous ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui, la segmentation, la fusion phonémique, la production du son des graphèmes fondamentaux, la lecture de mots réels ou inventés, simples composés, avec des graphies acontextuelles, contextuelles ou des graphies irrégulières, avec des lettres qui sont prononcées, des lettres muettes. Euh, pour la lecture de texte, on s'intéresse à la justesse du décodage, l'automatisation du décodage euh, et aussi aux aspects qualitatifs de la lecture de texte, et notamment la prosodie, le respect de la ponctuation. Alors, vous voyez qu'on a un ensemble de possibilités ici pour évaluer les concepts qui nous intéressent dans le développement de la littératie. Maintenant, en achevant cette deuxième section, j'aimerais vous parler de diverses fonctions du dépistage universel périodique. La première fonction, bien sûr, c'est de suivre le progrès de tous les élèves, donc de faire une prise de données à intervalles réguliers pour nous permettre d'évaluer les progrès qui sont réalisés par chacun des élèves. La deuxième fonction découle de la première, c'est-à-dire que devant ces données, nous avons la possibilité de repérer les élèves qui n'ont pas réalisé les apprentissages qui étaient attendus, et c'est la fonction la mieux connue du dépistage universel périodique. La troisième fonction, c'est d'en retirer des informations pour guider l'élaboration d'une intervention préventive ou rééducative. Ici, les données de pistage nous permettent de dresser un portrait des besoins des élèves, mais il arrive que les données issues du dépistage ne soient pas suffisamment détaillées pour guider l'élaboration d'un programme d'intervention.
Et devant cette situation, on a élaboré diverses stratégies et dans la prochaine diapo, je vous décris une de ces stratégies. Alors ici, dans ce schéma, je vous illustre une stratégie de dépistage qui fonctionne de la manière suivante. Dans une première étape, on mène un dépistage universel et ce qu'on cherche à faire, c'est d'identifier ce qu'on appelle les vrais négatifs, c'est-à-dire les élèves qui clairement ne sont pas à risque de difficultés ultérieures dans l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture. Et dans ce cas-ci, on les sort tout simplement de l'échantillon. À la deuxième étape, on conduit une évaluation plus fine, mais cette fois-ci uniquement auprès des élèves qui pourraient être des élèves à risque. Et ce que nous cherchons à faire, c'est de retirer du groupe les élèves qui nous ont donné l'impression qu'ils pouvaient être à risque alors qu'ils ne le sont pas. Et au bout de ce processus de sélection, nous retenons les élèves qui sont véritablement des élèves à risque et pour qui une décision doit être prise au sujet du type d'intervention qui leur convient le mieux. Donc, on a donc une logique qui se déroule en deux étapes. À la première étape, nous écartons les vrais négatifs. À la deuxième, les faux positifs. Et les modalités d'évaluation, à la première étape, c'est une évaluation rapide, comme on le fait dans un dépistage typique mené par les enseignants. Et à la deuxième étape, là, on doit faire appel à des spécialistes parce que l'évaluation, là, elle devient plus exigeante. Et l'instrumentation, bien sûr, pour chaque étape doit être adaptée à l'objectif qu'on poursuit. La dernière fonction dont je vais vous parler, je l'ai évoquée tantôt, et c'est la régulation de l'enseignement. Les données de Pistage et Progrès sont vraiment très utiles dans l'amélioration de l'enseignement parce qu'elles rendent visibles les sites d'apprentissage qui n'ont pas encore été atteintes ou maîtrisées par les élèves. Et ces données de dépistage, il se trouve qu'elles sont fréquemment utilisées dans les communautés d'apprentissage professionnel pour guider les discussions sur les pratiques d'enseignement efficaces et élaborer des moyens plus efficaces pour faire apprendre des notions difficiles aux élèves. Ce qui m'amène à la troisième partie de l'exposé. Alors maintenant, nous disposons d'un cadre d'analyse pour parler de la trousse d'appel ou, si vous voulez, Acadians Learning français. Alors, nous allons d'abord évoquer l'origine de cette trousse, dire d'où elle vient, ce qu'elle mesure, comment on s'en sert et, à la fin, comment planifier le dépistage universel périodique. D'abord, précisons que IDAPEL est l'abréviation de Indicateur dynamique d'habileté précoce en lecture et c'est une adaptation française d'une trousse de dépistage américaine appelée DIBELS, qui veut dire Dynamic Indicators of Basic Early Literacy. Et la trousse DIBELS a été utilisée pendant de nombreuses années, en fait, au moins 25 ans. Donc, c'est un projet là, qui a généré énormément de données au fil des ans. La version américaine a été réalisée par Roland Good et Ruth Kaminsky à l'Université d'Oregon et l'adaptation française a été réalisée par Chantal Dufour-Martel qui est encore aujourd'hui associée à IDAPEL et à Cadence Learning. La trousse IDAPEL a été testée en Ontario auprès des élèves, en Alberta, au Québec, euh, et aujourd'hui, comme je vous le disais plus tôt, DIBELS et IDAPEL sont maintenant pris en charge par une nouvelle organisation qui s'appelle Acadians Learning. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans cette trousse? En fait, vous allez trouver des choses qui ressemblent au tableau que je vous montrais tantôt. Euh, Parmi les composantes cognitives de la littératie, vous trouvez la conscience phonémique, les connaissances alphabétiques, décodage phonologique, lecture orale de texte, compréhension écrite, mais pas d'évaluation de la production écrite. Et ce qu'on utilise pour évaluer la conscience phonémique, c'est notamment l'identification du phonème initial, et on a vu des exemples de cela tantôt, une épreuve de segmentation phonémique dans laquelle on présente aux élèves un mot et on demande à l'élève de séparer tous les sons qu'il entend dans ce mot. Pour les connaissances alphabétiques, on prend une mesure du nom des lettres
Pour le décodage phonologique, on présente des non-mots, pardon, aux élèves et on évalue à la fois le nombre de mots, de non-mots lus correctement, décodés correctement, et le nombre de phonèmes aussi corrects dans le décodage du mot. Pour l'évaluation de la lecture orale de texte, on fait lire aux élèves un texte et on prend une mesure de la justesse du décodage et de la fluidité de lecture, le nombre de mots lus correctement par minute. Et il se trouve que IDAPEL, et c'est le cas de Dibbles aussi, est associé à une assez vaste collection de textes. Dans le cas d'IDAPEL, il s'agit de 80 textes différents. Et on évalue la compréhension de la manière suivante. On fait lire le texte à l'élève et ensuite on lui demande de restituer les idées du texte, donc de faire un rappel du contenu du texte et on évalue le nombre d'idées qui a été rapporté par l'élève à la suite de sa lecture. Alors, vous voyez que on n'est pas dans un territoire étranger ici. On retrouve plusieurs des éléments que je vous montrais tantôt dans la composition typique d'une trousse de dépistage périodique. Maintenant, parlons des caractéristiques d'IDAPEL. Dans l'ensemble, on peut dire que les caractéristiques d'IDAPEL sont conformes à celles qu'on retrouve dans la plupart des épreuves de dépistage en usage aux États-Unis et au Canada. Signalons toutefois quelques spécificités, notamment que toutes les épreuves dans cette trousse sont chronométrées. On accorde à l'élève 1 minute pour traiter autant d'items que possible dans chacune des épreuves. Et ce que ça signifie, c'est que on mesure à la fois la justesse des réponses et le développement des automatismes chez les apprentis lecteurs. Également, les épreuves dont la règle d'arrêt est fixée à 1 minute permettent d'administrer un grand nombre d'épreuves dans un intervalle de temps d'environ 10 minutes. Le fait que les épreuves sont chronométrées vous donne un contrôle beaucoup plus assuré sur le temps requis pour évaluer un élève et faire passer toutes les épreuves. Et ça, c'est une considération qui relève largement de la logistique. Le temps est précieux et dans une opération de dépistage universel et périodique, nous voulons amputer le temps de lecture, le temps d'apprentissage en classe le moins possible et donc d'être très efficace dans la collecte des données. Les propriétés éducométriques des épreuves d'IDAPEL ont été établies auprès d'élèves inscrits dans des écoles ontariennes. C'est une des trousses, en fait, les mieux documentées sur le plan de la validité. La validité des résultats a été établie à l'aide de mesures en français, des mesures indépendantes et standardisées. Une autre caractéristique importante d'IDAPEL, c'est que cette trousse a été conçue pour s'intégrer facilement dans l'approche de la réponse à l'intervention et comprenant 3 collectes de données par année au début, au milieu et à la fin de l'année scolaire. Alors ça, c'est une caractéristique intéressante pour les conseils scolaires qui font le choix de s'inscrire dans la réponse à l'intervention. Ils ont alors une instrumentation qui est facilement conciliable et compatible avec l'approche de gestion qui a été adoptée. Maintenant, disons quelques mots au sujet de l'utilisation d'IDAPEL et ce que je vais vous dire s'applique aussi à un très grand nombre de trousses de dépistage universel et périodique. Alors, la première chose à établir, c'est que il est recommandé d'inscrire les étapes de collecte de données dans un calendrier d'opération. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand vous faites le choix de mener une opération de dépistage, c'est vraiment utile d'établir d'avance, soit au printemps qui précède la prochaine année scolaire ou au tout début de l'année scolaire, d'établir la date des collectes de données, d'établir le lieu des collectes de données. Est-ce que la collecte de données va avoir lieu en classe, dans un local isolé, ailleurs, dans des écoles qui ne sont pas des constructions récentes? On n'a pas nécessairement des locaux isolés.
Et parfois, on doit faire la collecte de données, par exemple, dans le corridor ou à un endroit dans un coin de l'école qui n'est pas la classe, mais qui n'est pas un local isolé non plus. On doit prévoir également du temps pour la saisie des données. C'est une chose d'en faire la collecte, mais encore faut-il consigner les données. Souvent, ça se fait dans un tableur Excel et dans les conseils scolaires qui ont déjà beaucoup d'expérience dans ce genre d'opération, on trouve parfois des systèmes informatisés centralisés qui facilitent considérablement la saisie des données. On doit également prévoir du temps pour le traitement des données. Et là, ici, ce qu'on recherche, c'est un traitement des données qui est assez rapide parce qu'on ne veut pas avoir un délai très long entre le moment où on a fait la collecte et le moment où on peut présenter les résultats aux enseignants. Une autre caractéristique, c'est que le traitement des dossiers de l'élève à risque concerne le traitement du dossier des élèves à risque et les prises de décision. Idéalement, dans une opération de dépistage périodique, on fait ce travail en équipe, c'est-à-dire qu'on réunit des enseignants ou des spécialistes de l'éducation pour traiter le dossier de l'élève et les décisions sur ce qu'on fait d'un élève qui présente un risque élevé de difficultés ultérieures dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Les décisions sont prises en équipe. Également, un autre élément important, c'est les choix relatifs à une intervention intensifiée, préventive ou rééducative. Sur quoi on va intervenir, sur quelle habileté, avec quel niveau d'intensité, pendant combien de temps. Euh, alors, tous ces choix-là, ils sont nombreux et doivent également être faits dans le contexte de l'opération de dépistage. Et enfin, un élément qui est très important, mais dont on ne parle pas souvent, c'est la rétroaction aux enseignants. Il est important de faire un retour auprès des enseignants et de leur présenter les résultats du dépistage, mais d'une façon digeste, hein. Rappelons-nous que, au départ, les données de dépistage appartiennent aux enseignants. Mais pour être utilisables, on doit leur présenter ces données de façon digeste, de façon intelligible, et les graphiques sont vraiment très utiles pour atteindre cet objectif. Et idéalement, on veut aussi pouvoir faire des liens explicites entre les résultats observés pendant le dépistage et les pratiques d'enseignement. Ici, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que dans l'utilisation des épreuves de dépistage, on peut, et même si les épreuves sont chronométrées, il est possible de tirer beaucoup d'informations et parfois plus que ce qui est suggéré dans le guide de l'utilisateur. Par exemple, vous pouvez marquer la cote de l'élève après 1 minute de travail dans une épreuve, mais poursuivre l'épreuve pour récolter plus d'informations qualitatives, par exemple sur la nature de ses erreurs, la prosodie en lecture orale de texte. Donc, il est possible d'aller chercher des informations qualitatives qui sont très utiles lorsqu'il s'agit de prendre des décisions sur l'orientation d'un programme d'intervention ou des interventions d'appoint. Ce qui m'amène pas mal dans mon temps à une conclusion et je relève ici quelques points qu'on pourrait retenir de ce dont je viens de vous parler, notamment que IDAPEL est conforme aux éléments attendus dans une trousse de dépistage. Il n'y a pas de choses qui clochent, de fil qui dépasse. C'est une trousse, en fait, qui ressemble à plusieurs trousses qui sont utilisées aux États-Unis et au Canada, en français ou en anglais. Les concepts sont bien définis. Le choix des tâches est bien justifié, le choix des items, des consignes, des règles de cotation. La démonstration de la validité est plus avancée que dans plusieurs trousses de dépistage. L'utilisation de la trousse est suffisamment souple pour vous permettre de faire la collecte de données quantitatives et de données qualitatives. Et pour maximiser l'utilité de la trousse IDAPEL, il est utile de consigner toutes les étapes du dépistage dans un calendrier des opérations avant que l'opération commence, de prévoir ce que vous ferez des élèves repérés comme étant des élèves à risque ou en difficulté après un dépistage. Et enfin, je vous en ai parlé tantôt, mais je pense que c'est un détail qui vaut la peine d'être répété, c'est que toutes les opérations relatives au dépistage universel et périodique sont abondamment documentées
dans la documentation sur l'approche de la réponse à l'intervention qu'on appelle plus souvent aujourd'hui le système de soutien à paliers multiples. Dans ces travaux, en fait, on accorde un espace relativement important justement aux opérations relatives au dépistage universel et périodique. Ce qui m'amène maintenant à la fin. Ah oui, et juste au cas où vous aimeriez en savoir plus sur comment on traite l'importance et la manière de mener un dépistage périodique universel dans le contexte de l'approche de la réponse à l'intervention ou du système de soutien palier multiple, j'ai placé à la fin de mon exposé une liste de références qui concernent une vue d'ensemble de ces approches, l'enseignement universel au palier 1, l'intensification des interventions au palier 2 et 3, les procédés d'évaluation au service de l'apprentissage et également la formation des équipes collaboratives. Et c'est une liste vraiment très sélective et ce que je vous apporte dans cette liste, ce sont des références que j'ai trouvées particulièrement utiles dans mon travail à titre de chercheur, à titre d'accompagnateur du personnel scolaire dans les milieux scolaires, à titre de collaborateur dans des équipes qui développent des ressources pour le milieu scolaire. Ce sont toutes des références que j'ai trouvées particulièrement utiles. Enfin, je vous remercie de votre accueil, de votre attention.